Donc, le thème, ça va être la connaissance des forces universelles au service de la maîtrise de notre bien-être. Et on va, tout d'abord, je vais vous faire une petite et rapide présentation de ce que nous allons survoler pendant cette soirée. Donc, on va voir la vision actuelle de l'univers avec la notion de principe et d'élément, ce qu'est la spagyrie, la vision traditionnelle, donc les différentes visions traditionnelles qui convergent toutes vers la théorie des 4 éléments, des 5 éléments, voire c'est 4 plus 1, des 5 éléments qu'on retrouve dans le Tao avec les 5 mouvements. On va voir quelle est la problématique de la phytothérapie spagyrique, donc comment on fabrique un élixir spagyrique et pourquoi. Les 5 étapes de développement de la vie en lien avec la médecine chinoise, donc le cycle des 5 émotions avec les 5 mouvements, les 5 éléments de la médecine chinoise. Le contexte actuel, avec justement le problème du coronavirus. Et on va ensuite plonger dans les aspects plus quantiques, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre cet aspect quantique de notre vie pour transformer notre réalité de manière très concrète. Donc, on va faire un petit peu un survol de ce qui se dit actuellement au travers notamment des écrits de Craig Braden que vous devez connaître et d'autres, et d'alchimistes comme par exemple Tony Serron, etc. On va voir quelle est la stratégie donc, du laboratoire Herboplanète, donc comment il élabore sa gamme justement dans ce cadre de prise en compte du niveau émotionnel, physiologique et énergétique des pathologies. On va ensuite voir le lien avec le silicium organique, puisque le silicium organique, on va voir qu'il a aussi un aspect énergétique, en plus de ses fonctions physiologiques. Et donc, on va faire le lien. Ensuite, si on arrive jusque-là, vous aurez quelques liens utiles sur où trouver les informations sur la spagyrie et les différents thèmes que l'on peut aborder avec la spagyrie, donc l'immunité, le système nerveux, le terrain, donc le système digestif, comment soutenir la flore, etc. Un petit survol des différents produits donc, élaborés par le laboratoire dans la spagyrie. Donc, on va démarrer tout d'abord par un petit rappel très succinct sur la vision actuelle de l'univers. Donc, à partir de cet univers connu qui a 3 aspects. Le premier aspect, on parle d'un Big Bang, donc une chaleur extrême, puis un phénomène d'expansion, de transformation, qui est contrebalancé de l'autre côté par un mécanisme de concentration, donc de refroidissement, qui va donner naissance aux atomes, aux molécules, etc. Donc à la matière. Donc on va avoir dans la vision actuelle scientifique des vecteurs de force, donc qui sont des générateurs de dispersion et de rayonnement, et des constituants de la matière. Dans les vecteurs de force, vous connaissez les photons, et dans les constituants de la matière, donc les électrons, les neutrons, les protons, qui constituent donc l'atome et duquel toute la matière va apparaître. Donc on a des principes animateurs, une matière animée, et au milieu des interactions. Cependant, ça c'est un petit rappel, ne pas oublier que l'énergie noire, actuellement, représente 68% de l'univers, et que la matière noire représente 26,8% de la matière. Ça veut dire qu'actuellement, on ne connaît que 4,9% de l'univers. Alors, pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'on garde toujours de l'humilité quand on va parler d'énergie universelle. Voilà, actuellement, on connaît 4,9% de ce qui existe dans notre univers. Le reste, c'est inconnu. Matière noire, énergie noire. Donc, cette approche, elle a donné naissance depuis les temps les plus reculés à une description par nos anciens, avec la notion de 3 principes universels. Donc, un principe qui va expliquer ou qui va correspondre à l'expansion, un principe qui va correspondre à la contraction et un principe qui va être l'interaction entre les deux, l'information. Donc, ces 3 principes ont été décrits par le soufre en alchimie, donc qui est ce triangle pointant en haut avec la croix en dessous. On le décrira après pour vous expliquer pourquoi il est constitué comme ça. Le sel, à l'opposé, donc la contraction qui est symbolisée par le principe sel, donc c'est le cercle avec la barre horizontale, et enfin au milieu, le principe d'interaction qu'on appelle le mercure et qui va être la somme des deux opposés. Donc on peut voir déjà la symbolique de la lune au-dessus et du soleil au milieu. Donc c'est la somme des deux grands opposés, le yin et le yang. Donc c'est la partie androgyne, on va dire, de l'univers qui nous permet d'exister. Et les 4 éléments qui découlent, donc, vous avez à gauche le feu, donc qui est l'élément dynamique, pointe en haut, la terre, qui est l'élément pointe en bas et qui en plus a un signe horizontal qui la coupe, qui veut dire que c'est extrêmement fixe. Donc c'est une terre, je dirais,
stérile, une terre qui est vraiment fixe, donc qui n'est pas dynamique, qui n'est pas vivante, à l'opposé du feu qui, lui, au contraire, est vraiment trop dynamique et destructeur. Et les deux éléments intermédiaires qui vont être un feu apaisé, qu'on appelle l'air, donc c'est le feu avec une barre de fixité, qui devient un feu vivant, un feu qui permet l'expression de la vie, et l'eau, qui devient une terre vivante, donc une terre fécondée, une terre, on pourrait dire, adamique, qui est l'eau, qui est ce triangle point en bas. Et la trame originelle où tout ça a lieu, c'est bien sûr l'île, donc c'est le cercle avec la croix, qui est on va dire le prana ou l'énergie qui, dont tout cela se passe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de 5 ou 4 éléments, puisqu'on a les 4 éléments de base plus la quintessence, qui est cette énergie pranique qui englobe l'ensemble. Donc on va faire le lien après avec l'Ayurveda et avec la médecine chinoise. L'aspagiri, qu'est-ce que c'est? L'aspagiri, c'est l'utilisation donc de l'alchimie, donc des méthodes d'extraction de l'alchimie appliquées à la santé. Donc on peut l'appliquer aux plantes, on peut l'appliquer aux minéraux, etc. Donc nous, on va surtout travailler sur l'aspagiri en termes de phytothérapie. On travaille aussi avec les orales chimiques, c'est un autre domaine donc, que le laboratoire fait, ou avec la lithothérapie aussi, mais ça, on pourra l'évoquer plus loin. Donc, spagiri, ça veut dire spao, c'est je sépare, donc je dissocie, donc un composé, et je vais après le réunir et l'assembler. C'est-à-dire qu'il va y avoir un processus de séparation et de réunion, et au milieu, il va se passer un travail alchimique qui va consister à purifier donc ces actifs et à en faire, en fin de compte, un produit sublimé, un produit qui va être plus actif. C'est-à-dire que lorsque je consomme un nutriment ou un médicament, il y a une partie qui est active, que l'on va assimiler, et une partie qui est inactive qu'il va falloir éliminer. Donc, je vais dépenser de l'énergie pour éliminer ce qui est inutile. L'aspagiri, ce qui va permettre d'avoir 100% d'activité avec le produit que l'on ingère, c'est-à-dire on va enlever tout ce qui est inutile, tout ce qui fait perdre de l'énergie au corps pour être éliminé. Donc, cette sublimation va permettre de travailler à plusieurs niveaux au niveau de la pathologie. C'est-à-dire on va s'occuper de la pathologie au niveau physiologique, mais aussi avec ses liens émotionnels et ses liens énergétiques. Donc, l'aspagiri, donc les principes philosophiques, ça va être que tout processus vivant, bien sûr, est animé par une énergie vitale qui va prendre la forme d'une matière qui est constituée de 4 éléments, donc que l'on vient de voir, et de la quintessence. La quintessence, c'est ce qu'on appelle en Ayurveda l'éther, hein, et en médecine chinoise, on va le retrouver dans l'élément bois, qui est l'élément de la nidification de la vie. Et les 3 principes animateurs, donc l'expansion, la contraction et l'interaction, qui sont donc les principes alchimiques du soufre, du sel et du mercure, qui n'ont rien à voir avec les éléments chimiques, hein, qui ont ce nom-là. C'est des soufres philosophiques, sel philosophique et mercure philosophique. Donc, lorsque l'on veut travailler sur la santé, il va falloir travailler sur ces 3 niveaux. Donc, le côté physiologique, le côté terrain, le côté émotionnel, bien sûr. Et le côté de cet individuel va devoir prendre en compte à la fois la généalogie de l'individu, son implication dans l'espace, donc la période où il est né, avec, etc., toute l'astrologie spagirique aussi qui rentre en compte. Donc la spagyrie, c'est vraiment une invitation qui est faite pour qu'une personne, un patient, prenne conscience de tous les tenants et aboutissants de sa manifestation pathologique, c'est-à-dire vraiment de pouvoir en comprendre le sens pour mettre en place un processus de résolution. Ce n'est pas simplement un produit que l'on va donner qui est lui-même une solution, c'est une invitation aussi à ce que la personne se prenne en charge et fasse une démarche de connaissance justement des lois universelles pour pouvoir comprendre comment il en est arrivé à ces pathologies et comment il va pouvoir en sortir. Donc, dans cette vision traditionnelle des énergies et des éléments, donc en alchimie, on va appeler ça la materia prima, donc c'est vraiment l'unité originelle, hein, c'est l'origine de tout, qui va donner naissance à une dualité, donc le nitre et le sel. Vous voyez que le nitre, il a une barre donc verticale. Les barres verticales veulent dire que c'est volatile, c'est-à-dire que c'est évolutif, involutif. Le sel, la fixité, qui est la barre horizontale, veut dire que c'est toujours fixe. Donc ça va être un concept qui est très important dans toute la démarche alchimique. Les 4 éléments donc, qui vont venir de la dissolution du nitre, c'est le feu et l'air, donc le feu qui est l'élément le plus vif, l'air qui est un feu apaisé, et les 2 éléments les plus lourds, donc la terre, qui est l'élément le plus fixe, et la terre dynamisée, donc l'eau, la terre en mouvement, on peut dire. Donc on va avoir d'un côté
l'énergie vitale qui va naître du feu et de l'air, et de l'autre côté, la terre féconde qui va être l'eau et la terre. Donc là où la vie peut naître. Et les trois principes qui vont être la synthèse. Donc si vous voyez, si l'on fait la somme des deux éléments de pointe en haut, donc le feu et l'air, on va faire donc le signe en bas de la somme, le croix, et de la pointe en haut, et ça, c'est ce qui va donner le principe soufre. Lorsqu'on fait la synthèse des deux éléments intermédiaires les plus volatiles, je dirais, c'est l'air et l'eau, on va obtenir donc la somme, donc c'est toujours le symbole du signe du plus qui est en dessous. Le rond, ça va être le soleil, donc le côté yang, et le dessus, c'est la lune, le côté yin, donc la somme des deux opposés yin-yang. Et la terre, donc le côté le plus fixe. Donc ça, ce sont les trois principes animateurs qui animent les quatre éléments. Et qui vont donner donc les trois niveaux des manifestations, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme, qui vont eux-mêmes donner dans la manifestation le yin et le yang. Voilà, donc c'est sous l'influence de ces 5 éléments, donc feu, air, eau, terre et quintessence, et des trois principes, le soufre, le sel et le mercure, que vont se développer toutes les personnalités énergétiques, qui vont donner notre émotionnel, qui vont donner notre spiritualité, qui vont donner notre corps, etc. Donc, il faut bien être conscient qu'il y a un reflet qui est fait dans le microcosme, c'est-à-dire dans notre univers visible, de ce qu'est le macrocosme aussi. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Donc, dans les diverses traditions, on va retrouver systématiquement cette notion de 4 éléments qui va donner naissance aux 4 climats et aux 4 humeurs. Donc, ces 4 climats, ça va être la somme notamment du feu et de l'air qui va donner le climat chaud, de l'eau et de la terre qui va donner le climat froid, du feu et de la terre qui va donner le climat sec, et de l'air et de l'eau qui va donner le climat humide, et qui va donner ce qui a été décrit ensuite comme les 4 humeurs hippocratiques qui vont être liées aux 4 éléments. Donc, les humeurs inflammatoires, les humeurs qui vont avoir plus des tendances pathologies psychiques, etc. Donc, avec les 4 humeurs hippocratiques et les terrains, donc colérique, sanguin, phlegmatique, mélancolique. On va retrouver cette notion dans l'Ayurveda avec les 5 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre et l'éther, qui vont correspondre à des grandes données métaboliques, gaz, donc physiologiques, donc le métabolisme, la gestion des gaz de l'organisme, donc des espaces, les fluides, les structures, les enveloppes, qui vont correspondre avec la médecine chinoise aux éléments feu, air, eau, terre et bois. Et la notion de 3 doshas, donc on va retrouver la notion de principe avec le soufre qui correspond à la transformation, pitta, vata qui va correspondre au mouvement, hein, donc l'élément mercure, le principe mercure, et kapha qui va correspondre à la stabilité, la cohésion qu'on va retrouver donc dans le sel fixe et le sel volatile. Donc, on va retrouver cette approche dans la médecine chinoise, hein, dans le Tao, qui est la réunion et duquel vont émerger donc le yin et le yang, et qui va donner la fameuse trilogie qu'on utilise beaucoup en Qigong, hein, terre, ciel, homme, donc l'homme qui est vraiment cette interface entre ces deux grandes tendances qui est la terre et le ciel. Et le cycle des 5 éléments, donc avec son cycle de génération, donc le bois va donner le feu va donner la terre, le métal, etc. Le métal, l'eau, et l'eau va nourrir le bois. Et la notion aussi de contrôle qui va se faire 1 sur 2, puisque l'eau contrôle le feu, le bois contrôle la terre, etc. Et de rétroaction. Je n'ai pas mis les flèches pour pas que ce soit trop confus dans le dessin. Donc, on va retrouver ces schémas dans tout ce qui existe, que ce soit les champignons, les roches, les plantes, les êtres vivants, bien sûr. Donc, quand on va parler de phytothérapie spagyrique, on va essayer d'avoir des complexes qui vont pouvoir maintenir cette richesse et cette action des 3 principes et des 4 éléments qui constituent donc les plantes. Et ces plantes, elles vont renfermer justement ces éléments, notamment le feu dans les fleurs et les graines et par le mécanisme de la photosynthèse, l'air quand on utilise les feuilles, hein, puisque les feuilles sont en contact avec l'oxygène, l'eau que l'on va retrouver dans les branches et dans les sève, la terre donc que l'on va retrouver dans les racines, dans le bois et dans les branches. Et on va pouvoir extraire dans la phytothérapie spagyrique le principe soufre que l'on va retrouver dans les huiles essentielles, le principe mercure qui va se trouver dans les alcoolatures,
et le principe sel fixe et sel volatile qui va se retrouver dans la récupération des actifs qui se trouvent dans les parties non solubles de la plante. Ça, c'est vraiment une première grande différence avec la phytothérapie classique, puisque dans la phytothérapie classique, une fois que l'on a fait macérer la plante dans son solvant, donc eau et alcool pour les teintures, eau, alcool et glycérine pour la gémothérapie, une fois qu'on a filtré, on va jeter tous les résidus secs qui vont partir donc, au compostage. Dans l'alchimie, donc dans la spagyrie, on va utiliser les méthodes alchimiques de calcination et lixiviation pour récupérer les actifs non solubles et les remettre donc dans cette solution initiale. Donc là, vous retrouvez vos 5 éléments, terre, eau, air, feu et quintessence avec les 3 principes. Donc, quelle est la problématique de l'extraction des actifs lorsqu'on utilise une phytothérapie classique? Le problème, c'est qu'en phytothérapie classique, on va avoir des pollutions chimiques déjà si on n'est pas en production bio. On va avoir aussi des pollutions énergétiques et informationnelles parasites qui vont être liées à la personne qui recueille les produits, au laboratoire qui produit donc la transformation de la plante, etc. Donc, on va avoir, en fonction de la qualité d'extraction, une plus ou moins faible concentration en actifs. On va, dans tous les cas, si on fait de la phytothérapie classique, broyage, etc., perdre rapidement l'énergie vitale. On va perdre, si la qualité des huiles essentielles n'est pas optimale, ce qu'on appelle l'âme de la plante. On va perdre l'esprit de la plante par la qualité de l'alcool, puisqu'on va utiliser un alcool dans la phytothérapie classique, un alcool à 95 degrés, un alcool éthylique, donc industriel. Et on va perdre le corps de la plante, puisqu'on n'utilise pas les formes sèches donc, et les actifs non solubles. Seul cas où on ne perd pas ce corps de la plante, c'est quand on fait un totum de plante. Le problème du totum de la plante, c'est qu'en général, c'est très faiblement dosé en actifs et que la plante va être broyée et on va perdre donc les éléments dont on a parlé en haut, c'est-à-dire la personnalité vraiment trinitaire de la plante. Donc, la grande difficulté, ça va être d'arriver à avoir un processus de fabrication qui permette de conserver les énergies universelles qui ont permis à la plante de devenir ce qu'elle est et qui va permettre aussi à la plante de nous transmettre ces informations. Donc, si on utilise une plante, je dirais, classique, on va l'utiliser quasiment pour son aspect chimique, qui est déjà très intéressant, puisqu'on sait que dans la gémothérapie, on va trouver aussi des phytohormones, etc. Et dans la phytothérapie classique, on va trouver aussi beaucoup d'éléments chimiques très intéressants. Mais dans ce cas-là, si on travaille simplement avec un processus habituel, on est dans un quasi-médicament classique. Donc, on va avoir une action extrêmement symptomatique. La spagyrie, ça va essayer de rajouter donc, cette richesse aussi vibratoire, donc, que l'on peut mesurer en unité bovis, ce qui est fait aussi au laboratoire. Donc, comment est-ce que l'on fabrique une teinture spagyrique alchimique, donc la TSA? Donc, vous allez voir que quand on parle de spagyrie, on va parler de teinture spagyrique. Teinture parce qu'on parle de plante mature, donc la plante qui a fini son cycle de vie et qui arrive à maturité, donc qui s'est spécialisée en vieillissant et qui donc va être très pointue sur des pathologies précises. Lorsqu'on va parler de macérat spagyrique alchimique, on va parler de gémothérapie. Et la gémothérapie, c'est l'utilisation des jeunes bourgeons, des jeunes tissus végétaux. Et donc, on va travailler avec l'aspect méristème de la plante, c'est-à-dire la partie qui n'est pas encore différenciée et qui est capable de modifier son propre génome pour s'adapter aux changements environnementaux. Donc, ça veut dire que quand on prend une teinture, on va cibler une pathologie précise. Quand on prend un macérat, on va donner à l'organisme qui absorbe ce macérat une capacité d'adaptation, donc de terrain. Donc, on pourra développer un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas trop gémothérapie et teinture. Donc, quand on va fabriquer une teinture, et le processus sera le même, mis à part que le solvant, on rajoutera la glycérine végétale, on va d'abord commencer par travailler avec un alcool qui va être purifié à 100 degrés. C'est ce qu'on appelle un alcool spagyrique, un alcool qu'on appelle tartré ou détartré, puisqu'on va utiliser du tartre de fût de chêne pour arriver à extraire toutes les molécules d'eau qu'il y a dans l'alcool. Donc, on obtient un alcool absolu à 100 degrés. Pourquoi c'est important? Parce que l'eau contient de l'information, mais cette information n'a rien à voir avec la plante. Cet alcool à 100 degrés, donc, on va ensuite le diluer pour venir avec une eau donc purifiée pour venir au degré alcoolique qui correspond à la pharmacopée de chaque plante. Chaque plante a un taux alcoolique qui est défini, 55 degrés, 50 degrés, etc. Donc ça, c'est défini par la pharmacopée. Mais ce qui est important, c'est de travailler avec une eau purifiée qui n'a pas d'informations parasites. Donc là, c'est pour ça que c'est très important dans le laboratoire que les personnes travaillent avec un état de conscience précis.
Donc, rien n'est fait par hasard à ce niveau-là, à tous les stades de la fabrication. Donc, une fois qu'on a obtenu notre solvant hydroalcoolique, donc pour la teinture, ou solvant hydroglycéroalcoolique pour les macérats, on va mettre la plante à tremper donc dans un récipient qui est une bonbonne. Et on va refermer ce récipient par la même bonbonne que l'on va sceller avec un luth qui est fait d'argile, de produits naturels, qui va sceller complètement donc, ce circulateur qui est mis en place. Ce circulateur, il est important parce que ça va permettre à température ambiante de créer un phénomène d'évaporation naturelle, de ruissellement, donc de condensation, de ruissellement. Et c'est un cycle qui va revenir à recréer dans un microcosme, c'est donc ces deux bocaux l'un sur l'autre, ce 8, va permettre de recréer le même phénomène que l'on a dans la nature avec l'eau. Évaporation, condensation, ruissellement, etc. Et c'est ce que l'on appelle une dynamisation universelle, qui est extrêmement stable. Donc ça, c'est vraiment très important parce que ce processus va avoir lieu pendant un mois lunaire. Donc, vous voyez que vous avez la Lune et le Soleil qui sont décrits, mais on ne peut pas exposer un produit phytothérapeutique au Soleil directement, sinon on va détruire les actifs. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau du laboratoire, on va exposer la plante à la Lune pour récupérer l'énergie donc solaire qui est féminisée par la Lune durant la nuit. Et ça va permettre de conserver l'énergie yang et yin du Soleil qui vont être brassées pendant 28 jours, pendant le mois, donc ce mois complet de 28 jours. Une fois qu'on a fait cette circulation, donc on va filtrer, on va donc extraire les résidus secs et on va obtenir une première teinture qui va contenir déjà des actifs, donc comme vous le voyez en petit, du mercure et du soufre philosophique. Les résidus secs, quant à eux, au lieu de partir au compostage, on va en extraire donc tous les actifs non solubles. Et c'est là qu'entrent les processus alchimiques par calcination, lixydation, c'est-à-dire des systèmes de décantation. Une fois que l'on va avoir extrait donc, ces cendres qui vont être purifiées, on va les réintégrer à la solution initiale de façon à rajouter donc, déjà ces cendres qui vont apporter des éléments, des oligo-éléments. Et on va refaire circuler pendant un mois lunaire cette solution qui a été enrichie donc, avec le soufre, donc les principes actifs, le mercure, l'information et les sels volatiles. Donc là, pour l'instant, on n'a que les oligo-éléments qui vont être extraits. On va rajouter ensuite l'extraction des sels fixes. Donc ça, c'est l'étape suivante. Donc on va récupérer les sels après filtration de cette solution. Ces sels fixes vont devenir une poudre donc déjà beaucoup plus faible, beaucoup plus purifiée, donc beaucoup moins importante. Et on va reprocéder à une opération de calcination en four pendant de longues périodes pour en extraire un résidu, une cendre très pure, très blanche. Et cette cendre, elle va être donc broyée pour en faire un talc. Et ce talc, on va l'exposer. Donc ça, c'est une partie qui est dans la forme canonique. On va l'exposer à la rosée pour en extraire le prana. Donc la rosée va provoquer une déliquescence de cette poudre qui va devenir une huile. Donc c'est un processus chimique dont j'ai lu le processus. Je serais incapable de vous l'expliquer, mais ça permet à ce talc de devenir une huile. Et cette huile va être récupérée, donc qui est riche en prana, en énergie vitale, et va être intégrée dans la solution initiale pour être à nouveau circulée pendant 28 jours, toujours en exposition donc, à la Lune pour récupérer l'énergie solaire féminisée. Et on va enfin pouvoir obtenir notre produit final spagyrique alchimique, donc qui va contenir les trois principes et l'ensemble des éléments. La spagyrie alchimique, donc c'est une étape supérieure de la spagyrie, puisque vous avez la spagyrie non alchimique et la spagyrie qui s'arrête aux deux premières étapes, et la spagyrie alchimique qui a la troisième étape avec la captation du prana. Donc, on va travailler, donc, pour faire un résumé, donc un alcool spagyrique à 100 degrés au départ, une glycérine végétale pour les macérats, une purification et une extraction des sels fixes et volatiles, une énergétisation donc, des sels que l'on obtient par la fixation des énergies cosmiques, je dirais, dans les sels fixes, des cycles de circulateurs de 28 jours, donc 3 cycles successifs, l'enrichissement en prana, un rapport d'extraction. Alors ça, c'est une autre donnée qui est importante, c'est que dans le laboratoire, on va travailler avec des rapports d'extraction plus réduits que les teintures et les macérats classiques. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des rapports d'extraction de 1,5, c'est-à-dire que pour 5
kg de produit, on va avoir 1 kg de résine sec pour 4 litres de solvant. Et pareil pour les macérats. Donc, on va travailler avec ensuite une dilution que l'on va faire avec du 1/50. Donc, il va être beaucoup plus réduit de ce qu'on trouve dans les macérats classiques qui vont être du 1/200. Et on va surtout avoir donc la richesse en actifs non solubles. Donc, ça va nous permettre d'avoir un produit qui va agir aux 3 niveaux donc, de la pathologie, au niveau matériel, structure, tissu, organes, énergétique, métabolisme, méridien, donc les chakras, l'oxydoréduction, l'acide basique, et l'information, donc l'émotionnel, le psychisme, etc. Donc, pourquoi on fait toutes ces étapes? Donc, le moelle philosophique lunaire, il est important, donc, et on va le faire pour les parties aériennes des plantes, donc de la pleine lune à la pleine lune suivante, pour les parties souterraines des plantes, de la nouvelle lune à la nouvelle lune suivante. La circulation, elle est très importante parce qu'elle permet de capter les énergies solaires yin et yang, donc du soleil et de la lune. Les neutrinos, eux, ils vont être captés donc, par les sels, puisque si on n'a pas de matière, si on n'a pas de sels, c'est-à-dire d'oligo-éléments et de minéraux, on n'a pas l'interaction avec les rayons cosmiques et avec les neutrinos et avec les photons. Or, on sait que les photons jouent un rôle de transporteur d'informations au travers du cosmos. Donc, c'est très important d'avoir cette interaction avec les oligo-éléments et les minéraux. Et l'exposition donc des sels à la Lune, donc ça va permettre d'absorber le prana. Et bien sûr, au laboratoire, c'est ce que je vous disais, on travaille toujours avec du personnel qui est conscient. Donc, il arrive que des fois, des personnes ne puissent pas travailler à la production de produits. Ça, c'est au niveau du laboratoire que c'est géré. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un remède spagyrique, donc alchimique, donc, qui va agir au niveau informationnel, énergétique et matière, donc au niveau du stress, qui est la source, on peut dire, d'un dérèglement, du symptôme, des lésions. Et cela, on va le faire grâce aux alcoolatures, donc aux huiles essentielles et aux sels minéraux et oligo-éléments qui sont dans la solution. Il faut savoir qu'un produit spagyrique ne peut jamais être sans alcool. Un produit spagyrique sans alcool, ça n'existe pas, parce que ça veut dire que c'est un produit spagyrique sans l'élément mercure philosophique. Donc, il y a des laboratoires qui utilisent le terme spagyrique un petit peu, je dirais, en excès, puisqu'il n'y a pas, ils vendent des produits sans alcool. Et ça, c'est vraiment impossible pour un produit vraiment spagyrique alchimique. Donc, pour avoir cette action, donc, les sels minéraux et les oligans vont permettre de travailler avec le corps de la plante, donc sels fixes et sels volatiles. Donc, on va agir sur le corps, sur le soma, sur la matière. Les huiles essentielles, donc les principes actifs, donc l'élément le principe soufre, va agir sur le côté plus émotionnel, sur l'ego. Et le psychisme, on va le travailler au niveau des alcoolatures, donc avec l'esprit de la plante, l'élément mercure. Et bien sûr, comme on a le prana, on va agir sur le réseau énergétique global. Je vais faire un petit rappel des différentes étapes qui permettent la naissance de la vie, comment ça se passe quand on est et comment on va se développer. Donc, tout ce qui va se manifester va devoir naître. Pour naître, il faut être protégé, donc il y a une phase de gestation. Ensuite, une fois qu'on est né, on va vouloir se manifester, donc se développer, et on va le faire dans le cadre d'une limite propre. La cellule a une membrane, un être humain, on a une enveloppe corporelle, etc. Ensuite, on va rentrer en interaction avec l'extérieur, donc on va avoir besoin de développer des sens. Ensuite, on va interagir avec cet environnement et on va utiliser dans cet environnement ce qui nous convient, ce qui est adapté à notre fonctionnement, et on va rejeter ce qui est inadapté. Et ensuite, on va devoir mémoriser ce cycle de façon à en faire profiter notre dépendance, puisqu'on va vouloir se reproduire, et même si on ne se reproduit pas, on va vouloir transmettre cette information à l'univers. Donc, il faut mémoriser. Et on va se rendre compte qu'en médecine donc, chinoise, on a défini cela par l'élément de nidification, d'enracinement, c'est l'élément bois. L'élément de développement, d'expansion, de transformation, c'est l'élément feu. L'élémentaire qui, lui, est l'élément de perception, de décryptage, donc d'interaction avec l'environnement, avec l'altérité. Ensuite, l'élément de séparation, le métal, bien sûr. L'élément de mémorisation, on retrouve la notion de l'eau, ce n'est pas par hasard si on parle de la mémoire de l'eau, et de transmission. Et donc, le bois, c'est le support de la structuration, donc on a la loge foie-vésicule. Le mouvement, ça va être la loge cœur-intestin-grêle. La rate, estomac, pancréas, donc lié à la terre, support de la décomposition et de l'assimilation. Le support de la personnalisation, puisque quand on va faire des choix, on va renforcer une identité. Et c'est dans la loge poumon-côlon. Et le stockage de l'information, la transmission d'information, et aussi l'énergie que l'on retrouve dans la loge rein-vessie. Donc, on sait que le foie va gérer
avec le cœur, le sang, que la rate va gérer le sang et l'énergie, puisqu'on va trouver le triangle cœur, foie, rate dans la production du sang, la gestion du sang, je dirais du côté le plus matériel, structurel de l'organisme. La rate, elle gère aussi, donc, avec les 3 réchauffeurs, le réchauffeur intermédiaire, la rate, l'énergie, les poumons, le réchauffeur supérieur, qui va gérer l'énergie, et le réchauffeur inférieur, donc les reins, qui va gérer l'information et l'énergie. Donc, on a cette 2 fois triple, je dirais, interaction entre le sang et l'énergie. Donc, si on fait le lien avec nos sens, on va avoir le feu qui va être lié au sens du toucher et que l'on peut traiter aussi avec le massage. La rate, donc estomac, rate, pancréas, qui va correspondre à l'élément goût, où on va pouvoir agir avec la diététique. L'odorat, qui correspond bien sûr au poumon, qui permet les soins aussi par l'olfaction. L'ouïe, qui permet aussi le soin par les ondes sonores, la vibration. Et la vue, avec la chromothérapie, notamment soin par la lumière. Donc, voilà, ça c'est vraiment la présentation un peu simplifiée des 5 manifestations, je dirais, avec la médecine chinoise. Ce processus de production de la vie et de développement de la vie va générer 5 émotions fondamentales. La première, vous la connaissez tous, c'est la colère et l'agressivité. La deuxième, ça va être l'agitation, l'expansion, la recherche de limites. Ensuite, ça va être la rumination mentale, le jugement aussi hâtif. Ensuite, la tristesse de la séparation, puisque quand on fait des choix, il faut faire des sacrifices. Quand on choisit quelque chose, on choisit aussi de se séparer de tout le reste. Et enfin, la fin d'un cycle, ça implique que l'on accepte la mort, qu'on accepte qu'il y ait un passage qui se passe, et donc c'est l'angoisse face à l'inconnu. Donc ça, on a les 5 émotions universelles, je dirais, qui sont les plus simples à comprendre et qui vont déterminer beaucoup de nos comportements et aussi des pathologies qui peuvent en découler. Donc, si on reprend nos 5 loges, donc, on va se rendre compte qu'avec l'élément bois, donc foie, vésicule, on va voir se développer des problèmes hépatiques. Donc, c'est toute la gestion du sang, c'est les problèmes de vésicule miliaire, c'est les problèmes de muscles, de tendons, de vision, donc les problèmes aussi de décision, de courage. Avec le cœur, intestin grêle, ça va être les problèmes bien sûr de cœur, intestin grêle, mais aussi la sueur, le visage sur lequel on peut lire ces déséquilibres, la langue, les vaisseaux sanguins, la circulation sanguine qui peut être perturbée, le psychisme, le toucher bien sûr, et la conscience, puisque le cœur va être lié aux chênes, donc en médecine chinoise. On pourra développer un petit peu après. Les problèmes de rate, bien sûr, avec la rate estomac-pancréas, donc l'élémentaire, les problèmes aussi de muscles, des 4 membres, de sang, de lymphe, la laine, qui va aussi en être le vecteur, le goût, donc les problèmes de mentalisation, et au niveau du poumon-côlon, donc problèmes de poumon, de côlon, de nez, de peau, de muqueuse, de pores, de membrane, de voix, de souffle, d'odorat, de discernement, au niveau psychologique, et les reins, vessie, bien sûr, liés à la sexualité, au cerveau, aux moelles épinières, moelle osseuse, cheveux, os, dents, orifice inférieur, voie urinaire, prostate, oreille, audition, énergie, etc. Donc, et le triple réchauffeur au-dessus qui est en lien avec le réseau lymphatique et le maître du cœur qui est l'élément de protection, le myocarde. Donc, comment vont évoluer ces sentiments? Donc, ces sentiments, ils vont être liés déjà à la naissance parce que, imaginez donc une maman qui protège sa progéniture. C'est pour ça que la colère peut être une des premières émotions qui va naître. C'est l'élément de protection, de défense, donc la colère. Lorsqu'on va se développer, ça va être au contraire, on va perdre un petit peu le contrôle parce qu'on est soumis à de la passion, à une énergie frénétique de vie, je dirais. Donc, c'est la croissance qui est sans limite. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un foyer. Ce n'est pas par hasard si le feu va permettre doit se développer dans un foyer pour éviter qu'il y ait un incendie. Donc, la perception, l'altérité, donc l'analyse, la mentalisation, avec la rate estomac-pancréas. Donc, la séparation, l'affirmation de l'ego, territoire, personnalité, et la peur de la mort, qui va donner l'isolement, la dépression. Donc, l'origine, c'est la protection du nouveau-né, comme on l'a vu. Là, on est dans l'origine, c'est cette énergie donc frénétique de vie. Là, on va être dans la confrontation à l'autre, à l'altérité, donc besoin d'identifier, donc on veut comprendre, donc on va se poser des questions, on va commencer à intellectualiser, on se confronte à l'environnement. Ensuite,
là, c'est le besoin de trier et de développer une identité. Et enfin, la nécessité de mémoriser, donc de stocker de l'information pour, au travers de la reproduction, la transmettre et terminer un cycle pour reprendre un nouveau cycle. Et en fin de compte, on peut développer, donc c'est ce que j'appelle la différence entre émotion. Donc l'émotion, c'est quelque chose, je dirais, que l'on subit. Le sentiment tel que je le décris, donc c'est un choix, je dirais, de termes, c'est quand c'est un élément volontaire, c'est-à-dire on va développer nous-mêmes ce sentiment. Donc le sentiment remède à la colère, ça va être d'arriver à développer l'amour et la compassion, qui demandent donc toute une démarche de compréhension de pourquoi l'autre qui peut nous agresser, etc., est dans cet état. Quand on est dans le feu, donc cette frénésie de vie, c'est de développer une éthique. Une éthique, c'est ce qui doit permettre de mettre des barrières dans lesquelles on va pouvoir se développer. C'est le rôle des parents, de donner donc au feu de l'adolescent qui, lui, est sans limite, justement un cadre, donc un foyer. Donc, et une fois qu'on atteint cette maîtrise, donc par l'éthique, on va pouvoir développer par le cœur la joie. Donc une joie qui est vraiment une joie absolue, une joie spirituelle dont on va voir l'importance tout à l'heure au niveau quantique. Au niveau de la rumination mentale, bien sûr, c'est ne pas considérer l'autre comme un ennemi, parce que l'autre, c'est lui qui nous permet aussi de nous identifier. C'est la reconnaissance, c'est l'effet miroir. Donc, c'est d'arriver à développer la gratitude par rapport à ce que l'autre nous renvoie comme image. Et ça nous permet d'évoluer, de travailler. Et au niveau du métal, donc le discernement, puisque c'est ce qui nous permet de faire la différence entre ce qui est bien et mal. Et c'est quelque chose d'important à travailler parce qu'on peut avoir un discernement aussi qui est influencé par d'autres éléments. Par exemple, la passion, par exemple, la colère. Tout ça, c'est en interaction. Donc, c'est vraiment un travail à faire pour développer un discernement avec la tolérance et l'acceptation de cette nécessité de faire des choix. Et enfin, au niveau de l'eau, donc du sentiment remède, c'est la raison. L'exemple que l'on peut prendre, c'est un enfant qui a peur du noir, donc qui a peur d'avoir un monstre caché dans le placard ou sous le lit. Qu'est-ce qu'on va faire pour le rassurer? On va allumer la lumière et on va lui montrer, par la raison, il va se rendre compte qu'il n'y a rien. Donc, ça va être cette notion, lorsqu'on a une peur irraisonnée de l'inconnu, c'est de faire appel à notre raisonnement pour arriver à la faire tomber. Et l'élément eau, il est aussi lié à l'énergie. Donc, c'est aussi développer notre énergie vitale. Donc, qui va être stocké au niveau des reins. Et le lâcher-prise, qui est extrêmement important aussi à développer, parce que le lâcher-prise, c'est ce qui va nous permettre de transmettre notre savoir, nos connaissances, et d'accepter, de léguer donc, ce que l'on a pu expérimenter pour que d'autres en profitent, pour que l'univers s'enrichisse de cette expérience. Donc, je vais faire un petit écart en parlant du contexte actuel, donc, qui est lié au virus. Donc, on parle beaucoup de ce virus. Donc, et c'est vrai que ce que j'ai constaté, et je pense que vous l'avez constaté aussi, c'est que dans cette période, les choses se sont radicalisées entre ce que l'on croit ou pas. C'est-à-dire, il y a les peurs, les gens qui sont dans la peur extrême du virus, les gens qui ne croient pas au virus, les gens qui sont dans des systèmes de croyances qui deviennent exacerbés. Et chacun veut être le détenteur d'une vérité. Or, la vie, comme vous le savez, elle ne marche pas comme ça. Mais actuellement, on est vraiment soumis à ça. Donc, je pense que c'est un appel aux gens à révéler quelle est leur nature et à pouvoir travailler sur leur nature. Donc, les gens qui sont soumis à cette peur et à cette angoisse vont pouvoir travailler dessus. Les gens qui vont être au contraire dans la confiance, dans le lâcher-prise et dans le travail sur leur propre immunité, etc., vont pouvoir encore plus travailler là-dessus. Donc, lorsqu'on est soumis à des pollutions qui peuvent être chimiques, donc électromagnétiques, émotionnelles, donc, mais aussi virales, on va être soumis à une augmentation du poids de la matérialité. C'est comme si actuellement, on était en train de mettre la pression sur un gros bouton, un gros pustule qui est plein de pus et on est en train d'appuyer dessus pour que ça sorte. Ce n'est pas très beau, mais c'est ce qui se passe actuellement, enfin, dans le sentiment que j'ai et que beaucoup de personnes autour de moi ont. C'est-à-dire on est vraiment en train de vouloir extraire le plus sombre de ce que l'on a accumulé jusqu'à présent. Et donc, les manifestations pathologiques, ça va être bien sûr les virus, mais on oublie trop souvent qu'un virus, pour ça qu'on parle de virus informatique, c'est un vecteur d'information. C'est un moyen qu'a trouvé l'humanité par les virus de transmettre une information et d'harmoniser une transformation donc, dans le cadre d'une population. Donc, c'est un moteur de transformation qui va permettre de s'adapter à une nouvelle réalité. Donc, ça, c'est, je pense, intéressant de le garder en mémoire pour prendre du recul.
Et donc après, ça va être le sens qu'on va lui donner, soit plus spirituel, soit plus matériel, qui va nous conduire à de la peur ou à du développement spirituel. Et c'est la période actuelle, je pense, c'est une grande chance, justement, une grande opportunité pour permettre à l'humanité d'accéder aussi à une nouvelle dimension vibratoire. Donc, il ne faut pas oublier que l'être humain, c'est un système qu'on appelle en tenségrité. Un système en tenségrité, c'est un système où tout est interdépendant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des mobiles. Les mobiles, ce sont ces suspensions dans lesquelles on met différents produits ou décorations. Et lorsqu'on bouge un seul élément de ce mobile, tout se met à bouger. Il n'y a pas de choses indépendantes. Ça, c'est vraiment le fonctionnement du système humain, c'est le mécanisme de tenségrité. Et on va retrouver donc tous les aspects de l'être humain qui vont être en lien dans ce fonctionnement. Dans le contexte actuel, c'est extrêmement intéressant parce que vous savez que l'être humain il est équilibré, donc les pieds ancrés sur la terre et la tête dans les étoiles. C'est la trilogie qu'on travaille beaucoup dans le Qigong, terre, ciel, homme. Et donc, on va avoir un choix qui va être le choix de la matérialité, de l'enracinement, qui est un choix nécessaire, mais qui doit être aussi contrebalancé par l'élévation, qui va développer au travers de la culture, des sentiments que l'on peut développer en opposition aux émotions, qui sont dans la matérialité, le développement de la maîtrise, de l'indépendance. Et donc, on va développer soit un degré de dépendance, c'est-à-dire soit on va décider de rester insouciant et dépendant, donc de faire confiance à papa, maman, qui vont être nos gouvernants, qui vont être l'autorité, soit on va décider de développer un degré de liberté, c'est-à-dire de devenir un adulte responsable. Ça, c'est tout le schéma de l'humanité depuis tout le temps. Et donc, on a toujours ce choix. Donc, est-ce qu'on choisit d'être enfant et de régresser? Et c'est ce que tentent de faire quelque part, si je peux oser, les médias mainstream, avec la peur qui est induite en permanence dans les médias, la peur avec le nombre de morts, le nombre de ci, voilà. C'est que des choses qui sont lourdes, qui sont compliquées, comme tous les films qui peuvent passer à la télé, des meurtres, etc. Donc, c'est une tendance à nous ancrer dans la matérialité, donc de nous faire involuer. Soit on va passer de l'état d'adolescence à l'état d'adulte et de l'état d'adulte à la maîtrise, devenir un peu plus sage, donc choisir l'évolution. Et lorsqu'on est dans ce système humain en tenségrité, donc quand on a le poids de la matérialité qui augmente, avec notamment les peurs, avec les pollutions chimiques, électromagnétiques, les virus, tout ce que l'on veut, les émotions négatives, les stress, l'isolement, que l'on a bien vécu aussi ces derniers mois, il est extrêmement important d'accroître notre niveau vibratoire, notre ancrage spirituel. Et là, il va falloir travailler justement sur nos émotions, pour ne pas être le jeu des émotions, mais les transformer en sentiments, et arriver à renforcer son énergie vitale. Et ça va passer par la collaboration, le partage, les échanges. Et une chose que l'on va approfondir, c'est le fait de relier le cœur, l'esprit et le corps. Et on va voir notamment le rôle de la prière sous sa forme de verbe, mais aussi de visualisation et de sentiments qu'elle peut permettre de développer. Donc, comment est-ce que l'on peut devenir acteur de cette transformation par l'approche qu'on peut dire quantique? Donc, on va tout d'abord être conscient que lorsqu'on est en interaction avec l'extériorité, avec l'environnement, avec les autres, on va être soumis à des réactions spontanées qui vont être liées à nos conditionnements, donc des automatismes, etc. Et on va devoir faire des choix entre le côté, je dirais, négatif, la colère, la passion, le mental, la tristesse, les peurs, et de l'autre côté, donc les sentiments positifs que l'on va s'y développer, c'est l'amour, la joie, la gratitude, le discernement, le partage. Et ça, c'est juste déjà important, souligner le pouvoir des émotions dans l'approche quantique. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il est important de garder en mémoire. Le pouvoir des émotions, il est lié bien sûr à notre perception, aux 5 sens, donc à l'analyse, à la mentalisation que l'on va en faire, qui passe par la rate, estomac, donc par l'élémentaire, qui va passer par le choix, c'est-à-dire une fois qu'on a fait cette analyse, on va faire des choix. Ça va être lié à l'élément métal, et ces choix peuvent nous amener donc soit vers la colère, la passion, soit vers au contraire les sentiments positifs, l'amour, la joie. Et face à ces réactions, on va essayer de développer des actions volontaires. Ces actions volontaires, elles vont faire appel à la conscience, donc à notre intellect, mais aussi à notre connexion spirituelle, le chêne. Et le deuxième aspect, donc, à côté le pouvoir des émotions, qui est important dans l'approche quantique, c'est le pouvoir de l'intention, et qui va, lui, se manifester au niveau du cœur, donc de l'élément feu, qui va donner le troisième aspect qui est très important, c'est l'éthique.
Donc, on va retrouver nos 5 éléments de la médecine chinoise et l'éthique qui va se développer donc au niveau, par la maîtrise, au niveau du feu. Sachant que lorsqu'on développe la maîtrise, ne pas oublier que le feu est lié à la joie, donc en positif, une joie maîtrisée. Cette joie, elle est importante parce que dans le cœur, donc elle se situe dans le cœur du cœur, le cœur, il faut savoir qu'il développe un champ électrique qui est 100 fois plus puissant que le cerveau et qu'il développe un champ magnétique qui est 5000 fois plus puissant que le cerveau. Donc, en faisant l'union du cerveau et du cœur, donc du champ électrique du cœur et du cerveau et du champ magnétique du cœur et du cerveau, on va pouvoir générer 2 choses importantes. Un champ magnétique électrique autour de nous, donc, et ce champ électrique va être important parce qu'il va donner lieu à ce que l'on appelle l'effet Stark. L'effet Stark, c'est la modification des états électroniques des atomes sous l'action d'un champ électrique. Et l'effet Zeeman, qui est un effet donc, chimique, enfin, qui est connu en physique, qui est la subdivision donc, des niveaux énergétiques des atomes et des molécules sous l'effet d'un champ magnétique. Donc, en agissant sur notre champ électrique par la réharmonisation donc, de notre psychisme et de notre énergie, on va pouvoir à la fois changer le champ magnétique et électrique de notre organisme. Et or, on sait que ces champs électriques et magnétiques vont conditionner l'organisation des atomes. Et donc, on peut donner naissance à une nouvelle réalité et donc impacter la loi de causalité. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va nous permettre de développer des degrés de liberté. Donc ça, vous allez le retrouver de manière plus détaillée si vous voulez rentrer vraiment dans l'approche quantique, dans les livres de Greg Braden, La Divine Matrice, et dans les enseignements de Tony Serron, donc sur l'alchimie gnostique, qui lui va faire le lien entre, il utilise d'autres termes, mais il va utiliser le terme de Lilith, de Sophia et d'Ève pour parler justement de la réharmonisation de la terre, du cœur et du foie. Donc, avec tout un développement qui est très intéressant, même s'il est un petit peu ésotérique. Voilà. Donc là, je vous ai fait vraiment une synthèse. Donc, vous allez retrouver cette trilogie aussi pour les adeptes de la médecine chinoise, hein, Po, Un et Shen, donc qui est important, puisque l'important, c'est d'équilibrer le Un, éviter qu'il fuit le psychisme, comme le Shen, en l'intégrant à la matière, et d'éviter que le Po nous intègre trop à la matière en l'élevant par le Shen. Donc, voilà. Sinon, c'est les sources de grandes pathologies, comme les pathologies neurodégénératives. Lorsque l'esprit n'est plus bien dans le corps, il va fuir le corps et on va atteindre des pathologies donc de dégénérescence du cerveau, etc. Ou alors, on va avoir, si le pot prend trop d'importance, c'est-à-dire dans l'élément de poumon, c'est-à-dire on est trop ancré dans la matière, on va avoir des scléroses qui s'installent, des durcissements de tissus, etc. Enfin, ça, la médecine chinoise est très détaillée là-dessus. Là, je vous fais une approche vraiment très simple. Nous avons vu tout à l'heure la théorie du Big Bang. Quand on parle du Big Bang, on parle d'un début initial et d'un développement de l'univers. Or, si on analyse ce que ça veut dire qu'il y a un intérieur qui va se développer vers un extérieur. Donc, le Big Bang, ça va impliquer une baisse de concentration des matériaux expulsés, donc au départ très concentrés, ensuite au fur et à mesure de moins en moins dense, une densité d'énergie qui va s'éloigner au fur et à mesure qu'on s'éloigne du noyau, donc suite, comme toute explosion, hein, plus on est loin de l'explosion, moins on va avoir l'énergie de cette explosion se manifester. L'univers, il est donc en expansion, d'après cette théorie, depuis environ 13,8 milliards d'années, et donc il a un début et un fin ou pas de fin. Mais il a en tout cas un écoulement du temps qui se passe entre les deux. Or, si on regarde ce qui se passe dans la réalité, eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puisqu'on s'aperçoit que l'univers, en fin de compte, il a la même densité dans toutes les directions. Donc, il n'y a pas un endroit où il est plus dense qu'un autre endroit où il est moins dense. Donc, le Big Bang, c'est un peu gênant parce qu'il y a déjà une contradiction. La deuxième contradiction, c'est que l'univers conserve la même distribution d'énergie partout. Vous vous souvenez, quand il y a une explosion, l'énergie va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette explosion. Et bien là, on s'aperçoit qu'il y a la même quantité d'énergie dans toutes les parts de l'univers. Les objets les plus distants, normalement, puisqu'il y a eu une explosion, ils devraient être plus vieux. Or, on s'aperçoit qu'ils sont plus jeunes. L'univers, il est homogène, il est isotrope, c'est-à-dire que quel que soit où on regarde, il est exactement pareil. Et donc, ça pose des problèmes par rapport à cette logique d'un déroulement, je dirais, linéaire
de l'univers. Donc, c'est comme si le Big Bang, en fin de compte, s'était produit dans toutes les directions en même temps. Et pour un observateur, l'univers, il est pareil partout, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quel que soit l'emplacement où un observateur se met dans l'univers, c'est comme s'il était au centre de cet univers. Donc, je sais que c'est une compréhension un petit peu compliquée, c'est un peu compliqué à aborder, mais je trouve ça particulièrement intéressant, surtout que l'on va voir les implications que ça a sur l'utilisation justement de notre aspect quantique, comment on est constitué au niveau quantique. Donc, en fin de compte, le Big Bang, ce n'est pas un événement qui est isolé à un endroit, mais c'est comme s'il y avait des Big Bang qui s'étaient passés partout dans l'univers en même temps. Et c'est pour ça que lorsque l'on observe, en fin de compte, au loin, on ne regarde pas l'univers tel qu'il est, mais l'univers tel qu'il a été. C'est-à-dire, on regarde vers le passé. Donc, si je regarde une étoile, en fin de compte, je vois l'étoile telle qu'elle existait il y a un certain nombre de décennies ou de millénaires. Si je regarde une étoile qui a une année-lumière, il s'est écoulé une année-lumière avant que cette lumière me parvienne. Donc l'étoile, elle est peut-être éteinte, mais moi j'ai l'impression qu'elle est vivante. Donc, c'est-à-dire que quand de la Terre, je regarde loin, je regarde le passé. Et je vis le présent ici. Donc regarder vers les étoiles, ça veut dire regarder vers le passé. Donc si le passé est éloigné et que le présent est proche, une question est intéressante, c'est de dire où est le futur, c'est-à-dire où se crée le futur. Eh bien, on va voir comment ça peut être compris. Donc, la vue, elle permet de voir jusqu'aux confins de l'univers. Donc ça, c'est intéressant dans le cycle des éléments. Donc la vue, qui est liée à l'élément bois notamment, mais qui est aussi liée à l'élément feu. Et ce qui est loin, donc, est du passé. Donc, par exemple, si le Soleil va s'éteigner, comme il va s'éteindre un jour dans des milliards d'années, nous, on saura qu'il s'est éteint que 8 minutes après, parce que la lumière est arrivée. Donc, il y a un décalage entre le passé et le présent. Donc, plus nous voyons loin, plus nous voyons dans le passé. Donc, plus on regarde proche, plus on est dans le présent. Et donc, si on regarde à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être une démarche intéressante, parce qu'on s'aperçoit qu'on va regarder dans notre cœur, et que lorsque l'on arrive à réharmoniser cœur, rate et foie, on s'aperçoit quelque part qu'on est au cœur de l'écoulement du temps et que peut-être que donc le futur, il naît en nous et il se matérialise à la fois vers le passé et peut-être aussi vers le futur. Donc on a un point de départ qui est en nous-mêmes. Donc pour reprendre cette explication, qui peut sembler peut-être farfelue, le passé est loin, le présent est proche, et donc effectivement, on va se rendre compte que lorsque l'on veut développer, donc quand on veut se projeter, qu'on veut développer le futur, qu'on veut commencer à le conceptualiser, ben, ça va être dans notre cœur, dans cette harmonie, foi, rate, cœur, donc dans l'amour, la gratitude et la joie que ça va pouvoir se développer. 3 sentiments que l'on peut donc travailler et qui va changer petit à petit l'ensemble de notre vie et de notre manifestation par l'aspect quantique. N'oubliez pas, ça permet d'avoir un champ magnétique et un champ électrique harmonisé qui va agir directement sur les atomes et donc sur notre environnement. Donc, si on regarde la limite de nos sens, ça aussi c'est intéressant. Lorsqu'on regarde l'élément feu, le toucher, donc qui correspond à la maîtrise, à l'éthique et à la joie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intime en nous. Lorsqu'on va voir le deuxième élément, qui est le goût, qui correspond à la terre, qui nous permet de déguster la vie, de percevoir la vie, donc qui correspond à la reconnaissance et à la gratitude, on va être dans un deuxième niveau de perception, d'éloignement. Le toucher, c'est vraiment je touche ce qui est proche, ce que je peux voir immédiatement, ce qui est très proche. Le goût, c'est ce que j'ingère en moi, ça va être les nutriments extérieurs, etc. L'odorat, ça va me permettre de sentir ce qui est dans l'atmosphère, donc c'est déjà un univers un petit peu plus, qui s'expanse un peu plus, c'est lié à l'air, au métal, à l'affirmation, au choix, à l'acceptation. L'ouïe, ça va nous permettre de capter les vibrations sonores qui sont dans l'atmosphère, donc aussi bien l'odorat va nous permettre de sentir des choses qui sont à des dizaines de mètres, des centaines de mètres peut-être, mais l'ouïe va nous permettre d'entendre à des kilomètres. Et au-delà, donc, la vue, elle nous permet de capter l'entièreté quasiment de l'univers. Elle est liée à l'éther, donc au bois, et à l'amour. Donc, selon les travaux donc, de Greg Braden, la divine matrice, de Tony Serron, la chimie
l'alchimie gnostique de Ralph Manueli. Alors ça, c'est un ouvrage qui est très intéressant qui décrit le cœur, non plus comme une pompe, mais vraiment comme une captation et un générateur d'énergie. Je ne peux pas développer ici, mais c'est vraiment fabuleux à voir parce que ça permet de comprendre comment l'énergie vitale s'intègre à la naissance dans le corps et comment le cœur a un rôle fondamental justement dans cette transformation quantique qui nous permet d'agir sur la matière. Donc n'oubliez pas cette trilogie émotion, aspiration, réalisation qui correspond à l'amour, à la joie et à la gratitude. Donc, le fait de développer et d'harmoniser ces champs magnétiques et électriques nous permet, via les quarks, l'effet Stark et l'effet Zeeman, d'agir sur les atomes, sur les molécules, les structures et la loi d'attraction. Donc, un autre aspect que j'ai découvert il y a assez peu de temps, c'est la richesse des textes de sagesse anciens. Donc là aussi, c'est un ouvrage de Greg Braden qui est très intéressant, que j'ai d'ailleurs sur l'étagère, qui s'appelle « Les codes de sagesse », et qui explique en fin de compte pourquoi les textes anciens sont écrits et de la manière dont ils sont écrits et comment ils vont permettre de redonner de la cohésion entre le conscient et l'inconscient. Donc c'est un autre aspect aussi qui est très important pour agir au niveau quantique. Et il prend l'exemple de nombreux textes, dont un qui est le psaume 91, que l'on trouve donc dans l'Ancien Testament, qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Greg Braden va faire un survol des différentes philosophies et religions. Donc, pourquoi est-ce que ce psaume il est écrit comme il est écrit? Donc, on va le décortiquer en quelques mots. Donc, j'ai mis des couleurs pour vous permettre de comprendre les 6 aspects rationnels qui vont s'adresser au cerveau, donc qui vont être les termes abrite, repose, protection, forteresse, refuge, confie. Tout ça sont des termes qui, au niveau de notre intellect, de notre mental, donc de notre cerveau, nous renvoient à des choses concrètes, donc sont rassurantes. Et le cerveau, ça va être le domaine du côté rationnel, de l'objectivité. Donc ça va être lié à notre culture, à ce que l'on a appris, qui va être nourri par toute notre culture, mais qui reste du concret pour nous. Donc quand je dis ces termes, au niveau émotionnel, physiologique, c'est apaisant. Lorsque j'utilise les termes très haut, puissant, éternel, Dieu, là on rentre dans un autre domaine, c'est le domaine qui va toucher le cœur, c'est le domaine de l'intuition. C'est quelque chose qui est conceptuel et qui est propre à chacun, qui nous relie à notre émotionnel et que l'on a construit au fur et à mesure que l'on a développé notre intuition par rapport à ce qu'est la vie, au sens de la vie, etc. Donc on est dans le côté le plus irrationnel, le plus intuitif. C'est le rôle du cœur, puisque le cerveau, c'est la connaissance objectif, rationnel. Le cœur, c'est la perception intuitive des choses. On sait que quelque chose nous convient ou pas intuitivement, sans que ça passe par le cerveau. Et donc, les concepts qui sont en bleu ici sont faits pour nous connecter au cœur. Et enfin, il y a les éléments de cohésion qui vont relier le concret et l'intuitif, qui vont être les termes je, tu, je, ma, mon, qui s'abrite donc, et qui va transiter vers le je, etc. Donc, ça va permettre de faire un lien entre l'universel et l'intime. Donc, ça, c'est des outils très concrets que nos anciens ont mis en place lorsqu'ils ont créé ces codes de sagesse, ces textes anciens de sagesse, parce que c'est vraiment écrit de manière à créer cette connexion émotionnelle, donc inconscient, conscient, et à remettre de l'harmonie là-dedans. Ce qui correspond à ce que nous avons vu il y a quelques secondes avant, avec donc le fait de raccorder la rate donc, avec le foie et de générer la joie du cœur. Donc, lorsque l'on développe donc, ce cycle, on va développer donc, un cycle vertueux au travers de l'amour, compassion, de l'éthique de la joie, la reconnaissance, la gratitude, le discernement, la tolérance et donc la raison, le lâcher-prise qui va permettre d'avoir une maîtrise et de développer donc cette richesse qui va nous permettre de nous développer. Donc là, on va rentrer dans le côté un peu plus concret. Donc, Herboplanète va développer des gammes qui ne sont pas dogmatiques, c'est-à-dire on va avoir des produits spagyriques qui vont être associés à des produits qui peuvent être non spagyriques. Donc, on a plusieurs gammes qui vont se côtoyer. L'objectif, c'est d'avoir une efficacité validée cliniquement, puisque tous les produits sont testés pendant 1 an à l'hôpital public et en clinique,
est validée par des universités en Italie, donc par un panel de 20 médecins. Donc la gamme, elle va avoir des produits purement spagyriques, donc les macérats, les teintures, des quintessences qui sont des huiles essentielles spagyriques, c'est-à-dire qui vont être enrichies avec les actifs non solubles de la plante, les ors alchimiques et les gemmes, donc la lithothérapie. Et des formes sèches, parce que l'organisme il est aussi fait de structures et on va avoir besoin d'amener des vitamines, d'amener des éléments qu'on ne peut pas avoir sous forme uniquement spagyrique. On va avoir des complexes spagyriques qui vont être des associations de macérats, de teintures, de quintessence, d'or, etc. Et des complexes non spagyriques, donc qui vont prendre la forme de vitamines, de minéraux, de champignons, de prébiotiques, etc. Donc, et ça va donner une gamme qui est faite pour vraiment agir dans la globalité des pathologies des êtres humains. Donc, cette gamme, elle va être bien sûr déclinée dans le cadre aussi de ces 5 loges des méridiens. Donc, on va avoir les produits qui vont travailler sur la loge foie-vésicule avec l'épazole, qui est un drainant hépatique pancréatique aussi, le prolaveur, qui va être un réparateur donc, hépatique, avec le chardon-marie, avec l'artichaut, le sulfonyle, qui va apporter du soufre, donc organique très puissant donc, pour nettoyer le foie, pour nettoyer des métaux lourds, et qui a aussi un effet structurant très important au niveau de l'ensemble des tissus. Le Bétamix, qui va apporter de la bétaïne anhydride, qui va jouer un rôle de détoxifiant et de protecteur aussi hépatique et cardiovasculaire. Le rosmarinus sous forme de macérat, le juniperus, bien sûr. Au niveau du feu, on va travailler avec le cordiasol, qui va être un complexe donc, qui va permettre de réguler le rythme cardiaque lorsqu'on a des perturbations. Le bêta-mix, que l'on retrouve, qui est très important pour lutter contre l'oxydation qui va abîmer le cœur, le choléryl+, le K2, le MSA crataegus, etc. Je ne rentre pas dans le détail, parce que sinon on va y passer la soirée. Je vous fais juste un petit défilé pour vous dire qu'il y a beaucoup de produits dans la gamme, il y a 108 produits. Et les produits, je dirais, un peu universels, qui sont au cœur de l'ensemble. Vous allez avoir le Névrosol, qui, lui, est un assortiment de gémothérapie pour réguler le système nerveux et les neuromédiateurs. Le Maxol 5+, qui va être une association de 5 sels de magnésium travaillés en alchimie notamment, pour avoir un effet cellulaire très puissant et ne pas avoir l'effet laxatif. Et le produit silicium organique qui sort du cadre d'Herboplanète, là c'est le laboratoire belge qui fait le silicium organique, mais qui pour moi est au cœur de la régulation de l'ensemble des mécanismes de l'organisme, à la fois au niveau énergétique, au niveau physiologique, même si le côté émotionnel est moins important, sauf si on informe le produit volontairement dans un cadre spécifique. Et dans le cadre actuel, la vitamine D3, qui est très importante, qui là aussi est travaillée en spagyrie, pour réguler l'immunité et qui est vraiment le fondement aussi de l'équilibre de la gestion de beaucoup de facteurs dans l'organisme. Donc, ce que l'on va faire, on va rentrer un petit peu plus dans le détail d'un produit notamment pour que vous compreniez comment les produits sont fabriqués. Donc, si je prends l'exemple du gastrosol, le gastrosol, c'est un produit qui est une association de macérats, donc on est dans la gémothérapie, les jeunes tissus. Donc, on va associer le macérat de figuier, de tilleul, de cassis dans des proportions bien calculées au niveau du laboratoire pour avoir des synergies, sachant que le ficus, il va avoir un aspect émotionnel, donc pour aider à évaluer et à métaboliser donc, les actions et les expériences. Ça va donner de la réflexion avant l'action, ça va amener de la clarté mentale, ça va permettre d'éliminer des blocages qui sont accumulés, de lutter contre des conflits interpersonnels. Ça, c'est ce côté émotionnel que va apporter le ficus. Et au niveau physiologique, il va agir donc, sur l'axe corticodiencéphalique, donc les troubles gastriques, donc tout ce qui va être aussi la psychosomatique qui est liée au fait qu'on n'arrive pas à digérer certaines choses. Donc, ça va favoriser au niveau concret la sécrétion des sucs gastriques et ça va agir donc au niveau gastro-intestinal. Le tilleul, lui, va agir au niveau émotionnel pour apporter le calme, pour permettre à la personne de retrouver son espace, de retrouver sa conscience, d'accepter ce qui arrive sans le subir, donc de garder de la dynamique. Et au niveau physiologique, ça va agir directement sur l'axe cortico-hypothalamique. Ça va permettre de réguler les fonctions vitales. Ça va agir sur le cycle veille-sommeil. Ça va donner du tonus. Ça va permettre d'agir sur les fonctions cognitives, la sérotonine. Ça va avoir un effet calmant. Voilà. Donc, vous pouvez le voir ici. Le cassis, en plus de sa fonction dynamisante pour les autres, donc bourgeons, lui va avoir au niveau émotionnel un aspect qui va permettre de prendre du recul,
donc de développer des mécanismes d'autodéfense, donc de développer de la tolérance, d'être plus magnanime, plus charitable, mais aussi, c'est un grand adaptogène, donc il va nous permettre de créer des synergies pour que les autres bourgeons auxquels il est associé soient plus actifs. C'est aussi un anti-inflammatoire et un anti-allergique, bien sûr, au niveau concret, comme vous le savez, puisque le ribes, c'est vraiment le bourgeon type de la gémothérapie. Donc, le gastrosol, il va cibler au niveau structurel les gastrites, les ulcères gastriques, les dystonies neurovégétatives, etc. Et il va permettre aussi d'agir sur les événements traumatisants. L'avantage de la dynamisation universelle, c'est-à-dire le fait d'avoir fait cette dynamisation avec la circulation, c'est une dynamisation stable au niveau énergétique. Donc, il n'y a pas d'altération du produit au niveau énergétique dans le temps. Ce n'est pas une dynamisation comme l'homéopathie par succution. C'est vraiment une dynamisation universelle qui imprègne le produit en profondeur et le produit se conserve assez facilement parce qu'il y a toujours la richesse en alcool. Donc, les teintures, ils vont avoir au niveau final, que ce soit pour les teintures ou les complexes spagyriques qui contiennent des teintures, des degrés alcooliques qui vont être entre 35 et 55 degrés, donc toujours en alcool spagyrique, donc un alcool qui n'est pas toxique. Et donc, on va avoir ce conservateur, je dirais, naturel dans les produits spagyriques. Donc là, j'ai fait un petit tableau qui reprend par type de tissu les principaux produits. Donc ça, vous allez le retrouver éventuellement dans les outils de formation que vous pourrez avoir sur Internet. Donc, c'est des outils vraiment de formation pour que vous puissiez apprendre à connaître les produits. La gamme est importante, elle contient plus de 108 produits. Donc, dans la soirée, on n'a pas le temps de les dépioter. Moi, vous mets juste à disposition quelques clés et ensuite, on pourra rentrer en contact pour que je puisse vous envoyer des documents, etc., pour aller plus loin dans la découverte de la gamme de manière concrète. S'il y a des produits que vous voulez essayer en tant que thérapeute, on peut voir comment fonctionner. Donc voilà, là, vous avez un petit descriptif visuel de la gamme avec les aspects articulaires, ossification, le système nerveux, le cœur, la flore, etc. Vous avez tous les domaines de la santé avec les principaux produits utilisés. Donc, la synergie avec le silicium, pour moi, elle est extrêmement importante. Donc, je vous ai fait un petit descriptif rapide sur le silicium organique, puisque on sait que le silicium va impacter beaucoup d'aspects. Et il y a une légende de Cherokee que je trouve très sympathique, qui fait le lien justement entre la phyto et le silicium, qui explique que jadis, l'homme vivait dans la conscience du tout, en harmonie avec la nature, que celle-ci satisfaisait ses besoins et lui en prenait soin pour la remercier, et qu'ensuite, l'être humain, il a voulu s'approprier tout, et qu'il n'a plus voulu donc donner de contrepartie à la nature. Et donc, il s'est servi sans contrepartie. Les animaux, donc, qui en ont souffert, ont décidé de demander, d'invoquer les maladies. Et donc, à chaque fois que l'être humain était en disharmonie avec la nature, il allait tomber malade. Ça, c'est le roi des animaux, l'ours, pour les Indiens Cherokee, qui donc convoque l'assemblée pour provoquer les maladies. Les plantes, elles, vont être conscientes que les êtres humains, avant d'évoluer, vont avoir beaucoup de difficultés, donc il va y avoir beaucoup de maladies générées, beaucoup de souffrances. Et donc, elles décident que chacune d'elles va apporter un remède aux maladies à condition que l'être humain fasse l'effort pour retrouver sa conscience. Et les minéraux, eux, décident d'être une auxiliaire pour les plantes et d'aider par leurs vibrations spécifiques au retour de cette conscience chez les êtres humains. Et le roi des cristaux, donc le cristal de roche, le silicium, il va soulager l'esprit, il va révéler à l'homme l'origine de ses maux, il va enregistrer son histoire et son évolution, et il va rendre l'homme conscient de ses origines et du chemin pour retrouver l'harmonie. Et on sait que le cristal de roche, donc ce silicium, dioxyde de silicium, donc, est loué depuis toujours pour ses bienfaits donc, thérapeutiques et spirituels. Ça, c'est le côté philosophique. Le côté concret, c'est que le silicium, il est au cœur de la gestion de notre collagène. Et pour qu'il joue ce rôle, puisque c'est lui qui va permettre au collagène de prendre sa forme hélicoïdale, sa forme de ressort, donc il va donner d'un côté la résistance et de l'autre côté la souplesse, l'effet ressort, il faut qu'il soit associé à une fonction méthyle, que vous voyez sous les SI qui font les ponts dans les chaînes d'acides aminés. Ce CH3, cette fonction méthyle, c'est la clé qui permet au silicium de donner cette forme hélicoïdale. Or, dans les siliciums habituels que l'on trouve dans les plantes, on n'a pas cette fonction méthyle. Ce ne sont que des acides orthosiliciques. C'est des formes ou minérales ou des formes qui sont extraites de plantes qui sont des acides orthosiliciques. Donc, le silicium organique, c'est-à-dire cette forme avec la fonction méthyle, est fondamentale pour s'intégrer dans le collagène. Lorsqu'on réussit à avoir ce silicium intégré dans le collagène,
on va se rendre compte qu'il est présent dans beaucoup de tissus, dont le plus riche des tissus va être l'aorte. Ensuite, on va le trouver dans le tissu osseux, où le silicium joue un rôle important dans la gestion du calcium, pour éviter que le calcium ne devienne un élément parasite. Il va jouer un rôle dans la souplesse et la fermeté des artères, comme pour l'aorte. Il va jouer un rôle dans la structure de la rate, dans les tendons, dans les muscles, dans les glandes surrénales, dans le pancréas, dans le foie, dans les reins, dans le cœur, dans la thyroïde, dans le thymus et dans le cerveau, qui étant l'organe le moins riche en silicium, va pourtant en profiter dans le sens détox, puisqu'on sait maintenant que le silicium, c'est le chélateur privilégié de l'excès d'aluminium dans le cerveau. On suppose qu'il a des actions sur d'autres métaux lourds, mais les études ont porté sur l'aluminium. Donc, le silicium, il a un rôle de régulation du métabolisme. Il va réguler la gestion des autres oligoéléments. Ne pas oublier que le silicium, c'est le deuxième élément structurant de la planète après l'oxygène. Et le silicium, c'est lui qui va permettre la gestion de tous les autres oligoéléments qui apparaissent par la suite. Calcium, magnésium, phosphore, zinc, cuivre. Il va avoir une action apaisante du tube digestif. Il va favoriser la circulation des fluides, avoir une action détox douce. Il va favoriser donc l'élimination des déchets organiques, avoir une action chélatrice. Et il va avoir un rôle régulateur du terrain. Et sous sa forme de monométhyle, sa forme organique réelle, il va être utilisable aussi en externe sur la peau, puisqu'il est immédiatement reconnu par les tissus. Et il agit au cœur de la structure des noyaux cellulaires. Donc le silicium, il a 3 grands champs, structurel, métabolique, vibratoire. C'est pour ça qu'on rejoint le côté de la spagyrie, donc pour l'action aussi quantique. Il va agir au niveau structurel sur le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, sur les fréquences donc, qui sont adaptées à la vie, sur le rôle métabolique, notamment par l'équilibre ionique membranaire qu'il génère, ses fonctions sur les centrioles de mitochondries, la gestion du calcium, qui lui a comme rôle de se coller sur les trames de collagène, qui a besoin pour ça d'une colle qui s'appelle l'ostocalcine, qui est une hormone, qui a elle-même besoin du silicium et d'autres cofacteurs pour fonctionner. Et les autres cofacteurs qui vont aider le silicium à agir, ça va être la vitamine D, qui va agir sur beaucoup de facteurs, notamment la régulation de la parathormone et aussi l'absorption du magnésium et du phosphore, et le magnésium, qui est aussi important avec la vitamine K2. Donc, c'est un schéma qui est un peu imbuvable, que je redirai un peu plus lentement la prochaine fois. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il y a une interaction vraiment importante entre des produits spagyriques qui sont distribués par le laboratoire, la vitamine D3, le magnésium, la vitamine K2 et le silicium. Donc, pour en terminer, pour ce soir, où trouver des informations? Donc, vous avez mon site perso qui s'appelle phytoquantique.fr. Donc, si vous avez des endroits où vous demandez des logis, des mots de passe, vous m'appelez pour que je vous les communique. Sinon, vous pouvez me demander des dossiers. Donc, je peux vous envoyer des dossiers en fonction de pathologie. Vous verrez que sur le site, vous avez beaucoup d'informations. Vous allez retrouver, on va le voir après dans une diapo, comment ça se passe. Vous avez le site du laboratoire qui s'appelle herboplanète.eu, où vous pouvez télécharger aussi une application pour professionnels sur PC qui s'appelle Pharmacon, ou une appli sur tablette et sur smartphone qui s'appelle Herboplanète, dont vous aurez un grand H. Donc, vous allez créer votre mot de passe, etc. Et ensuite, vous aurez l'autorisation pour l'utiliser. Ça va vous permettre de faire l'accès et le pont entre les produits et les pathologies. Donc, mon site, il va se dérouler comme cela. C'est-à-dire que vous aurez un menu à gauche. Vous allez pouvoir rechercher les actifs, donc les plantes, etc., avec ce à quoi ils correspondent, les cibles qui correspondent aux pathologies, qui vont vous ramener vers des produits, des compositions de complexes, herboplanète complexe, vous allez avoir le descriptif pour chaque complexe, un petit dossier sur le silicium organique et plein d'autres informations. L'appli du laboratoire, une fois qu'elle sera téléchargée, vous aurez accès aux produits, donc vous aurez la liste des produits à gauche, et vous allez avoir aussi à droite la possibilité d'accéder aux dysfonctionnements, et vous allez pouvoir, dans les dysfonctionnements, accéder à tous les types de dysfonctionnements avec, à droite, les conseils du laboratoire, donc les produits. Je pense que pour ce soir, ce serait peut-être pas mal de s'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses, Yolanda? Absolument, Parce que là, absolument. sinon, il y en a pour encore des heures et des heures. Non, tu sais, tu nous as dit que tu reviendrais. Est-ce que tu veux bien me rappeler la date à laquelle tu viens? Je sais que c'est début juillet. Je reviens le 7 juillet pour le silicium organique. Voilà, pour le silicium organique. Donc, si tu nous refais une Donc là, on rentrera présentation dans le détail comme du ça, silicium. ça va être trop génial. OK, ben c'est super, on est très contents. Merci pour toutes ces informations. Elles viennent se rapprocher de tout ce qu'on a appris par ailleurs.
les éléments de la médecine chinoise, les vibrations, les protons, enfin, l'univers, c'est merveilleux. Tu rentres complètement dans notre énergie quantique. Super. Merci Écoute, je suis ravi. infiniment. Gli scienziati di due mondi paralleli.